Bonjour à tous les amis du Cercle Aristote, c'est toujours pour moi un bonheur et un honneur de vous retrouver. J'ai voulu vous parler aujourd'hui du mondialisme et en particulier de la façon dont je l'aborde dans mon dernier livre, Le Mirage mondialiste. J'ai voulu dans ce livre décrypter le mondialisme, sa doctrine, ses commandements, ses principes essentiels, mais surtout montrer comment le mondialisme s'infiltre dans les esprits, imprime sa doxa dans nos vies quotidiennes et en particulier à travers les écrans. J'ai voulu que ce livre soit un peu un miroir de nos vies aujourd'hui terriblement influencées par tout ce qui est numérique et tout ce qui est image, écran. Ce livre répond pour moi à un vide important que j'ai constaté dans tout ce qui commente et disserte sur le mondialisme. On y parle beaucoup de références philosophiques, historiques, ésotériques, économiques, mais très peu des médias et du divertissement qui occupent une part très importante de nos vies et nous exposent de façon quasi subliminale à cette idéologie, mais sans que nous le percevions forcément. Or, les écrans, les musiques actuelles, les publicités, les films, les séries portent tous quasiment la même idéologie, celle du mondialisme, mais sans en parler, sans le dire, elle ne se déploie pas de façon visible et de façon affirmée. Car le mondialisme a ceci de particulier qu'il avance masqué. Il se cache derrière la mondialisation. Il s'insinue en elle. Or, la mondialisation, c'est un mouvement inéluctable. C'est un mouvement qui est fait du progrès technologique, qui rapproche les distances, permet de communiquer partout dans le monde en un clin d'œil. La mondialisation, c'est un fait. On ne peut pas le combattre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable ? Parce qu'elle permet au peuple de mieux se connaître, de partager beaucoup plus de choses ensemble. La mondialisation, c'est un fait, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut combattre. Le mondialisme, c'est tout à fait autre chose. Le mondialisme, c'est une idéologie qui vise à unifier le monde en un seul peuple, à abolir les frontières, les nations, et au final, à établir une gouvernance mondiale. En fait, le mondialisme, c'est un peu une reprise du mythe de la tour de Babel, revisité à la sauce contemporaine, mais d'autres époques l'ont aussi exploré. On peut revoir Utopia de Thomas More pendant la Renaissance. L'époque athénienne, c'était Diogène le cynique qui en parlait. Et puis les Lumières aussi, on en parlait, en particulier par exemple Monseigneur de Boisgelin, qui vivait au XVIIIe siècle et qui parlait du développement des échanges commerciaux à l'échelle mondiale pour parvenir à une paix universelle. Voilà, donc c'est une idée qui remonte à loin. Le mondialisme n'est porté politiquement, ouvertement, que par une partie de l'extrême gauche et également par la maçonnerie. Donc des courants ultra-minoritaires ou alors occultes. Le mondialisme, en fait, se cache. Et pourquoi est-ce qu'il se cache ? Parce qu'il se sait impopulaire. Les peuples ne veulent pas se dépouiller spontanément de leur souveraineté, ni de leurs identités. Alors le mondialisme avance masqué. Il ne se développe pas de façon argumentée, mais insinue qu'il est une conséquence inéluctable de la mondialisation, ce qui est faux. La mondialisation pourrait tout au contraire s'accompagner d'affirmations identitaires et d'une soif d'indépendance et de différenciation plus grande dans un concert mondial des nations et des peuples. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit émerger partout, à contre-courant du mondialisme, dans le monde, dans tout l'Occident, à travers l'irruption fracassante des courants populistes ces dernières années. Au-delà de l'Occident, même des pays comme le Brésil, l'Inde, la Turquie et d'autres sont des variantes locales des populismes occidentaux. Et les populismes s'affirment et progressent partout, alors même que le mondialisme s'impose comme un véritable rouleau compresseur dans tout ce qui est censé influencer l'opinion, les grands médias et les usines à divertissement qu'elle contrôle. Le mondialisme est porté à bout de bras, bien moins par la politique que par les hautes sphères économiques. Le mondialisme est en effet une arme idéologique au service des intérêts d'une oligarchie mondiale, une oligarchie mondiale qui se fonde sur le triptyque banque, multinationale, GAFAM. Le mondialisme, qui prétend ouvrir le monde et abattre les frontières, est totalement conforme à leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est quoi ? C'est vendre le même produit par millions, par dizaines de millions d'exemplaires,
partout dans le monde, sans avoir à souffrir des réglementations nationales différentes, des droits de douane, des contraintes légales qui obligent toujours à de coûteuses adaptations, sans avoir non plus à subir des cultures différentes qui font que ce qui va bien passer à tel endroit ne passe plus à tel autre. Et tout ceci freine la pénétration mondiale des marchés par les grandes multinationales et implique des coûts d'adaptation importants. Le mondialisme est donc une idéologie au service de la superclasse mondiale. Celle-là même qui tient les grands médias et les grands centres de production de divertissement comme Hollywood et bien d'autres. Et c'est cette superclasse mondiale qui s'est considérablement enrichie depuis 30 ans, à la faveur de l'abaissement des droits de douane, de l'ouverture des marchés, de la mise en place de l'OMC, à la faveur aussi de la dérégulation financière et de l'énorme concentration des sociétés à échelle mondiale qui, je dirais, apparaît de plus en plus évidente au fil des années. Prenons l'actualité. PSA a fusionné il y a 2 ans avec Opel. Et ce même groupe aujourd'hui fusionne avec Fiat Chrysler. Donc Fiat qui avait fusionné avec Chrysler, regardez, c'est donc une douzaine de marques. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Dodge, Peugeot, Citroën, Jeep. Une douzaine de marques qui étaient indépendantes il y a encore 40 ans, qui se retrouvent concentrées dans le même groupe aujourd'hui. On aboutit peu à peu à la mise en place d'oligopoles à échelle mondiale, et tout ceci est bien éloigné, si vous voulez, des principes de concurrence libre et non faussée, qui sont le socle, je dirais, du libéralisme économique classique. Quand on a des oligopoles de ce type à échelle mondiale et aussi important, il y a une influence très grande sur les marchés de consommateurs, qu'avait d'ailleurs dénoncé en son temps un économiste comme John Kenneth Galbraith. Aujourd'hui, ces grands groupes hyper concentrés concentrent des richesses qui sont supérieures à celles des États les plus riches et les plus puissants. La capitalisation boursière d'un groupe comme Amazon est aujourd'hui supérieure au PIB de la Suisse. Et la capitalisation boursière de Apple est supérieure à celle de la Belgique. Pendant que les sociétés se concentrent, vendent au monde entier, accumulent des profits extraordinaires, jamais vus dans l'histoire, les États, eux, doivent par contre pallier au coût de la mondialisation. Délocalisation, désindustrialisation, évasion fiscale massive dans des paradis fiscaux organisés par la superclasse mondiale, et tout ceci oblige les États à s'endetter pour traiter socialement les dégâts dans leurs pays respectifs. Alors que se passe-t-il? On va résumer, on va schématiser. Les grands groupes sont de plus en plus riches. Les États de plus en plus pauvres et de plus en plus endettés vis-à-vis justement de ces grands groupes. Il ne faut pas être un complotiste maladif pour voir que les premiers vont tout faire pour imposer leur loi aux seconds. C'est la loi de la nature. Sinon, comment expliquer qu'au lendemain de la crise des subprimes, les États n'ont pas été capables d'imposer un encadrement strict à une bulle financière totalement dérégulée? Comment expliquer qu'alors que la spéculation enfle, que les banques sont exposées à des risques majeurs, le Parlement européen et les parlements nationaux derrière ont adopté la fameuse directive BRRD qui donne aux banques le droit de puiser dans l'épargne des clients pour se renflouer dans le cadre d'un plan de sauvegarde en cas de grande difficulté? Expliquez-moi pourquoi des élus du peuple, qu'ils soient à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, ont pu accepter une telle loi qui lèse à ce point les épargnants, donc leurs électeurs, au profit des grandes banques. Il y a très probablement une influence très forte, et cette influence, c'est un lien qui est celui de la dette. Nos États aujourd'hui ne peuvent pas se passer d'un refinancement dans de bonnes conditions, autrement ils feraient faillite du jour au lendemain, et donc ils sont amenés à accepter des conditions qui ne sont pas du tout favorables au peuple et même à leurs intérêts. Il y a quelques années, Steve Jobs, le fameux patron mythique et légendaire de Apple, s'était gaussé de disposer de plus de trésorerie au sein de sa société que l'État fédéral américain lui-même. Aujourd'hui, c'est Twitter qui censure le président des États-Unis et non l'inverse. Et en le faisant, il impacte une symbolique qui a une grande valeur, qui veut marquer les esprits. C'est à travers, je dirais, cette censure
qu'on veut commencer à marquer les esprits, à imposer dans les esprits que le véritable pouvoir est en train d'être transféré depuis les États, et même les États les plus puissants, vers les sociétés les plus puissantes. Les multinationales ont aujourd'hui les clés de la puissance. Elles veulent imposer leurs intérêts aux États. Faut-il être vraiment si complotiste pour oser imaginer cela? Et de même, comme la superclasse contrôle les médias, est-il aussi fantasmagorique d'oser imaginer qu'elle puisse s'en servir comme d'un outil d'influence au service de ses intérêts? Personnellement, je ne le pense pas. Le mondialisme, c'est un système qui s'appuie sur des dogmes incontournables. En matière économique, d'abord, puisque là, il est la clé de voûte du système, les dogmes sont au nombre, selon moi, de 4. Premièrement, le libre-échangisme, véritable cheval de Troie du mondialisme, censé faire passer tout le reste derrière lui. Et, observez bien, dès qu'on commence à s'attaquer au libre-échangisme, à vouloir mettre quelques droits de douane par-ci par-là, comme Trump l'a fait, on se fait tout de suite traiter de ringard, d'économiste à papa, de personne qui ne comprend rien. On ne veut jamais évaluer le pour et le contre de telles décisions. Dans le cadre, par exemple, d'un audit, on vous dit tout de suite « Ah oui, mais alors là, si on met des taxes de douane là-dessus, eh bien là, par exemple, nos agriculteurs vont avoir du mal à pénétrer le marché chinois, on va y perdre. » Bon, mais sans jamais évaluer les choses véritablement de façon approfondie, de façon claire. Non, on se contente d'exciter des peurs auprès en particulier de certaines catégories de gens. Voilà. Et on se contente de créer de la peur et des anathèmes, mais jamais d'évaluer les conséquences de telles décisions. Or, toute décision économique, elle a toujours son revers de la médaille. Si on part comme ça, toute décision économique qu'un gouvernement va prendre a forcément des aspects négatifs, traîne derrière lui des aspects négatifs. Bon, sur le libre-échangisme, on n'a pas le droit d'envisager quoi que ce soit à ce niveau. C'est forcément quelque chose qui nous ramène à l'âge de pierre. Deuxième pilier, la déflation, c'est-à-dire la réduction des coûts. Et cette déflation, elle est imposée au plus grand nombre. Mais nous allons le voir tout à l'heure, pas à tout le monde. Cette déflation est censée répondre aux intérêts de l'agent qui retient toute l'attention de la superclasse mondiale. Cet agent, c'est le consommateur. C'est toujours lui qu'on évoque pour défendre le libre-échangisme, les délocalisations, la robotisation, car le consommateur est l'alpha et l'oméga du mondialisme. Alors que le travailleur de base est désormais pléthorique, en Asie, ou alors remplaçable par des machines, c'est le consommateur solvable qu'il faut choyer. C'est lui qui est censé éponger la masse gigantesque de production qui aujourd'hui part pour l'essentiel des pays asiatiques. Et comment est-ce qu'on le choisit? Eh bien, en lui proposant toujours plus de produits, pour toujours moins. Mais c'est bien là que réside l'un des principaux mirages du mondialisme. Le consommateur ne peut consommer que s'il produit, c'est-à-dire s'il crée de la richesse. Or, en Occident, le lien ne coule plus de source. En flattant le consommateur, bien souvent, on ruine le travailleur en même temps. Or, en principe, pour qu'un pays fonctionne, il faut que les deux ne fassent qu'un. Troisième pilier du mondialisme, la dérégulation financière, qui entretient une spéculation échevelée, qui siphonne peu à peu les moyens qui devraient être consacrés à l'économie réelle pour les transférer vers l'économie financière. Cette fameuse économie, cette bulle qui est contrôlée pour l'essentiel par, toujours, la fameuse superclasse mondiale. Comme les multinationales écrasent désormais les États, la bulle financière écrase l'économie réelle. Et donc, pour les masses, c'est la déflation, on l'a vu tout à l'heure. Pour les élites, c'est l'inflation. Mais l'inflation de quoi? L'inflation de ces actifs, que vous voyez évidemment par des cours de bourse qui se maintiennent à des niveaux très élevés alors que l'économie s'effondre, le marché de l'immobilier de prestige, le marché de l'art. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de bulle qui, elle, ne subit pas l'inflation. C'est tout ce qui est détenu par les multinationales, les banques, la superclasse mondiale. Mais le mondialisme ne pourrait pas fonctionner sans un projet de transformation de l'être humain, pour l'extirper de son enracinement géographique qui est toujours là, historique, familial, religieux, moral. Cela est la condition sine qua non de l'aboutissement effectif du projet à terme.
Seul un changement complet dans l'homme peut l'adapter au mondialisme, le transformer dans ce qu'on appelle aujourd'hui, et de façon très favorable et très flatteuse, le citoyen du monde. En cela, le mondialisme est l'un des avatars de la contre-culture, des auteurs existentialistes et de la déconstruction. Et j'avais déjà évoqué, devant le cercle Aristote, cet aspect lors d'une conférence que j'avais tenue au mois d'avril 2019. Vous pouvez vous y reporter. En outre, un individu libéré, entre guillemets, de la pression de l'histoire, de la famille, de l'Église, de la morale, de toute forme d'autorité, est un bien meilleur client pour les multinationales. Individualiste, égotiste, le tout excité par la puissance du marketing, tout cela transforme l'homme en une espèce de consommateur compulsif, totalement sous l'emprise de ses envies et de l'offre des multinationales. L'homme idéal du mondialisme est tourné sur ses envies, sous hypnose continue du marketing, totalement livré à la compulsion consumériste. Et surtout, il est totalement conditionné par la propagande mondialiste, celle qui se glisse dans l'information, dans les débats, mais aussi et surtout dans la musique, dans la publicité, dans le cinéma, dans les séries TV, dans la télé-réalité, qui est un format nouveau, qui est apparu dans la foulée des débuts du mondialisme triomphant, c'est-à-dire à la fin des années 90, et puis vous le retrouvez aussi dans le football et dans plein de divertissements, si vous voulez, qui passionnent les foules. Alors j'ai commencé mon livre en citant une chanson populaire, 2 chansons populaires, qui sont très éloignées dans le temps. La première, vous la connaissez peut-être, c'est « Les gentils, les méchants » de Michel Fugain, qui est sorti en 1971, qui est une chanson qui, à mon avis, est très très révélatrice. C'est une chanson où Michel Fugain se moque de la société de l'époque et de ses modèles. Ces modèles, c'est quoi? Les bons pères de famille travailleurs, sérieux, patriotes, respectueux de l'ordre et de la morale. Et en même temps, la chanson fait la promotion du méchant de l'époque, le jouisseur, qui gaspille son argent et pense avant tout à s'amuser. Alors dans la chanson, il y a un petit passage très amusant d'ailleurs, où il dit « c'est travail, famille, patrie, les gentils ». Alors ça sonne à l'époque comme une provocation pour le pouvoir gaulo-pompidolien, mais ça montre bien quelles sont les valeurs, au-delà de la référence évidemment à Vichy, auxquelles le mondialisme s'attaque. Travail, famille, patrie. 40 ans après, que se passe-t-il? Eh bien, le gentil de la chanson est devenu le méchant. Alors on l'appelle pas méchant, on l'appelle réac, on l'appelle facho, on l'appelle tout ce que vous voulez. Et le méchant est devenu le gentil, celui qui est montré comme l'homme libéré, l'homme qui vit sa vie pleinement. À travers cette simple chanson, qui n'a l'air de rien, j'ai voulu illustrer la force du divertissement, utilisé systématiquement dans le même sens, comme élément puissant de transformation des esprits. Beaucoup d'intellectuels l'oublient. Mais les masses sont bien plus inspirées par les films populaires, les séries, les chansons, par le sport, que par des théories philosophiques, sociales, économiques, auxquelles ils ont souvent pas accès ou peu accès. Surtout, l'exposition continue des écrans, via les télés, les téléphones, font de nos dernières générations des catégories nouvelles dans l'histoire de l'humanité, bien plus soumises à des influences extérieures qu'à leur cercle d'origine, famille, village, etc. Le téléphone cellulaire, le téléphone portable, aujourd'hui l'iPhone, je dirais, est un lien direct que transporte tout le temps chacun d'entre nous et qui nous relie systématiquement aux multinationales via les plateformes d'information, les applications, etc., etc. C'est cet homme sous emprise des écrans qu'on veut amener vers le mondialisme par un biais insidieux, les loisirs, le divertissement, la détente. Prenons la chanson de Fugain. Elle fait écho, à l'époque, à une aspiration très répandue dans la jeunesse. Plus de liberté, plus de loisirs, moins de verticalité dans le marché du travail, la société, la famille, moins d'autorité, plus de dialogue et d'ouverture. Le mondialisme ne s'est pas appuyé sur rien. Il s'est appuyé sur une aspiration de la société de l'époque. Simplement, aujourd'hui, il le dépasse largement. C'est sur ce terreau-là que le mondialisme s'est ancré pour faire prospérer ses théories et les pousser jusqu'à leur terme,
s'insinuer dans les esprits et parvenir à une société mondialisée parfaitement évoquée dans un clip récent, un clip musical. C'est la deuxième chanson que je cite dans le début de mon livre, une chanson qui a été chantée par le chanteur Tibbs en 2017 et qui s'appelle Nation. Et cette chanson évoque tous les peuples réunis, le monde ouvert, les merveilles du monde à la portée de chacun. Donc, on part d'une envie de décontraction, d'un peu plus d'amusement, d'un peu plus, je dirais, de simplicité dans les rapports, et on arrive finalement au mondialisme 45 ans après, évoqué dans cette chanson de Tibbs, dont il faut écouter les paroles attentivement, et vous verrez qu'elles sont très porteuses, je dirais, d'éléments culturels et politiques importants. Entre les deux chansons, soit 45 ans d'intervalle, le mondialisme s'est emparé de l'information. Il a tout fait pour imposer ses dogmes, démontrant qu'il n'y a aucune alternative à son projet. Le libre-échangisme est inattaquable, ne peut être amendé, faute de revenir à l'âge de pierre du protectionnisme. La finance et les affaires financières doivent être dérégulées, c'est la condition sine qua non du fameux ruissellement. Les droits sociétaux, mariage homosexuel, adoption, avortement, PMA, GPA, doivent être étendus à l'infini. Rien ne doit venir s'opposer aux envies de chacun. On fait miroiter au peuple une liberté absolue, des opportunités infinies à travers le monde, la fin de l'enfermement et de l'emprise dans des frontières et dans des conventions qui sont jugées aliénantes. L'homme mondialisé, eh bien, moi j'ai trouvé une publicité qui la met en scène à la quasi-perfection. Cette publicité, peut-être que vous la connaissez, c'est la publicité pour le groupe bancaire Hello Bank, où l'on voit un jeune garçon, style un petit peu décalé, un petit peu bobo, comme on dit, dynamique, et qui décrit sa vie comme une succession de changements de métiers, de partenaires, de passions, de pays ou de villes de résidence. Et à la fin, il nous fait un petit clin d'œil et puis il nous dit « Et vous ? Vous me suivez ?» C'est ce qu'il nous demande. Aurons-nous donc une vie aussi palpitante que la sienne ? Oui, si nous savons nous libérer du poids du passé, de l'entourage, des normes, des habitudes, de notre routine. Voilà ce que nous dit la pub, voilà ce que nous dit la plupart des divertissements que nous consommons à satiété. Dans le monde mondialisé, celui qui colonise nos écrans, la plupart des couples sont des couples mixtes, ou alors homosexuels. Voir les pubs Ikea, General d'Optique, Tommy Hilfiger, etc. Dans le monde mondialisé, le prochain James Bond sera incarné par une actrice noire américaine. Une actrice noire américaine. Le genre disparaît, l'appartenance à tel ou tel peuple disparaît, blanc, noir, européen, chrétien, musulman, asiatique, homme, femme. Tout ceci ne veut plus rien dire. Chacun va où il veut, fait ce qu'il veut, devient qui il veut, ce qu'il veut être, pourvu qu'il passe à la caisse, celle de ces fameuses multinationales qui, évidemment, se cachent derrière tout ça et encaissent les bénéfices. Alors, j'ai parlé évidemment de ces déplacements. L'un des dogmes essentiels du mondialisme, c'est également l'immigration de masse. L'immigration de masse qui est imposée au peuple sans que jamais il ne puisse trouver son mot à dire. Et il n'y a que dans un pays comme la Suisse où de temps en temps une votation vient mettre un petit peu le holà sur certaines dérives. L'immigration de masse, c'est l'un des dogmes aujourd'hui essentiels du mondialisme. Pourquoi ? D'abord, ça sert des intérêts économiques parce que ça fait pression sur les salaires, donc diminue les coûts, toujours la fameuse déflation. Et puis, elle dilue les peuples en un seul. Elle vise à, je dirais, à la fois écarteler les nations en des communautés qui se divisent, donc des nations qui n'ont plus leur unité et leur cohésion comme auparavant. Et puis peu à peu, on vise à une dilution de tous les peuples en un seul, et il y a un mythe du métissage aujourd'hui qui, je dirais, s'impose et transparaît à travers, je dirais, tous les films, les séries télé, vous le voyez bien aujourd'hui. Pour le mondialisme, la famille est un enfer. Le patriarcat, une forme de despotisme. Combien de films nous l'ont montré ? Les migrants sont tous de belles personnes, innocentes, persécutés par le racisme, voir les films Welcome de Philippe Loret.
Transit, Eden à l'ouest de Costa Gavras. Les femmes sont les objets de défoulement des hommes, des victimes permanentes. Voir Thelma et Louise de Ridley Scott. La nation nous mène systématiquement à la guerre. Je ne vais pas faire la liste de tous les films sur la guerre du Vietnam. L'État nous ment. Et l'État nous surveille. Le film de Coppola, Conversation secrète. They're not people to him, just voices. Ou alors Clut d'Alan Pakula. L'État nous livre à la violence policière. Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, d'Elio Petri. Ma non c'è niente da chiarire. Sì. Io sono innocente. E si capisce. Si è ammazzata da sé. Per mettermi nei guai. Sì. Sì. Oppure avrà perso l'equilibrio. Gli sarà girata la testa, non lo so. Il viole les principes démocratiques, l'interprète. I overheard something today. I think they were talking about assassinating President Suwani. Et il va porter la guerre aux quatre coins du monde. Salvador, d'Oliver Stone. Man, you didn't say anything about El Salvador. Come on, I've never been out of the country. They kill people here, Boyle. J'en ai cité quelques-uns, mais enfin bon, mon livre fourmille d'exemples et de démonstrations à ce niveau. Aujourd'hui, les populistes sont présentés comme des complotistes, mais pour dénigrer les nations. Les mondialistes ont bien ouvert la voie. Voir des films comme JFK d'Oliver Stone. Un crime dans la tête de Frankenheimer. I have told them they may smoke. I've allowed my people to have a little fun in the selection of bizarre tobacco substitutes. Are you enjoying your cigarette, Ed? Yes, ma'am. Yeah, Doug. Oh, tastes good. Like a cigarette should. Ou à cause d'un assassinat de Pakula. Ou alors Icom Icare d'Henri Verneuil. À l'époque, les complotistes, quand il s'agissait de s'attaquer à la toute-puissance des États-nations dans une société traditionnelle, eh bien les complotistes, c'était les mondialistes. Voilà. Et aujourd'hui, comme c'est eux qui ont pris le pouvoir, c'est nous qui sommes traités désormais comme tels. Le rap s'attaque frontalement à l'autorité de l'État. Il vomit l'ordre et la société traditionnelle. J'appelle ça le cri de ralliement des barbares modernes, chargés de démolir ce qui reste des piliers de notre société. Et vous observerez là aussi, le rap est un genre musical qui est apparu dans le sillage de la mondialisation triomphante, c'est-à-dire au début des années 90. Sexe et pornographie, à outrance, viennent achever ce qui reste de la famille traditionnelle. Donc, ce sont tous les piliers de la société qui sont attaqués. Je ne vais pas parler non plus des films qui s'attaquent à la religion chrétienne. On en connaît beaucoup, et encore une fois, mon livre fourmille d'exemples à ce niveau. L'homme idéal de la société mondialisée aujourd'hui, c'est qui ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est le jeune candidat de télé-réalité. Un format nouveau, là aussi, dans le sillage du mondialisme, apparu à la fin des années 90. Un jeune homme totalement inculte, instable, infantilisé, égotiste pulsionnel. Il est le nec plus ultra, le modèle du genre, celui que l'on veut exposer à tout prix, qu'on veut imposer dans toutes les têtes, et que chacun se doit d'imiter. Il est érigé en modèle aujourd'hui pour notre jeunesse. C'est cet individu-là qui est le modèle de l'homme mondialisé tel que les multinationales veulent nous le donner en exemple. Et j'en veux pour preuve, vous savez, au Qatar, il y a une émission de télé-réalité qui a été créée. Mais cette émission de télé-réalité, elle présente des jeunes pas tout à fait dans le même genre.
Ce sont des jeunes musulmans qui font leurs 5 prières par jour, respectent tous les piliers de l'islam, mais aussi sont sur l'ordinateur, font des études, sont totalement insérés, si vous voulez, dans la technologie et le monde moderne dans ses aspects techniques, technologiques et des affaires. Nous, chez nous, le jeune de télé-réalité qui est érigé en exemple, c'est celui que je viens de vous décrire, un consommateur compulsif et totalement hurluberlu. Conditionnés par toute cette pression, les peuples se sont très longtemps laissés endormir, jusqu'à ce que les méfaits du mondialisme n'éclatent au grand jour et ne se fassent sentir dans les vies quotidiennes des gens. Immigration de masse, délinquance, terrorisme, chômage, surendettement des États. Les peuples ont à peine commencé, il y a quelques années, à mesurer les effets dramatiques de cette utopie, parce que le mondialisme, je le dis, c'est une utopie. La crise du Covid, depuis 1 an, a énormément éveillé les consciences. Pénurie de masques, pénurie des principes du paracétamol, pénurie de pièces industrielles basiques pour nos industries, ce qui nous en reste. Tout le monde a bien vu que la Chine, paradis productif des multinationales, tient l'économie mondiale entre ses mains et la soumet à son bon vouloir. Le déclin éclatant de nos sociétés est apparu au grand jour, incapable de combattre efficacement la pandémie, quand les pays d'Asie ont pu s'en débarrasser en quelques semaines. Alors, depuis quelque temps, un bras de fer s'est engagé entre populistes de plus en plus nombreux et des mondialistes sur la défensive, mais qui font tout, évidemment, pour garder leur avantage et imposer leur dogme. Une course de vitesse se déroule sous nos yeux. Et le mondialisme est obligé de se découvrir de plus en plus. Lui qui a l'habitude d'avancer masqué. Macron en France. Et aujourd'hui Draghi en Italie. Les banques d'affaires prennent directement en main les pays les plus endettés, les plus fragiles, bien décidés à forcer le remboursement de leurs créances. L'avènement de Draghi en Italie fait suite à l'éviction du précédent président du Conseil, qui était là depuis 3 ans, M. Conte, et qui commençait à réclamer des abandons partiels de créances à la BCE. Cela a été demandé par la voix de son secrétaire d'État à la présidence du Conseil en décembre 2020. Et comme par hasard, en février, 2 mois après, un bouleversement de palais, avec ces majorités branlantes qui singularisent particulièrement la politique italienne, paf, M. Conte est éjecté, et c'est M. Draghi, ancien de Goldman Sachs, ancien de la BCE, qui prend le pouvoir dans ce pays, et qui va certainement le soumettre, bien gentiment, à la doxa de ceux qui l'ont porté là, c'est-à-dire le milieu bancaire dont il est issu. En se laissant endormir dans le bain mielleux du mondialisme, les peuples occidentaux découvrent à présent qu'ils ont précipité le déclin de leur nation. Demain, le grand reset prétend remettre les compteurs à zéro. Car comment aboutir à un monde unifié quand l'Occident est 5 à 20 fois plus riche que les autres pays? Le transfert du patrimoine des peuples occidentaux, des classes moyennes en particulier, au profit de la superclasse mondiale, s'organise sous nos yeux avec la conjonction des politiques des banques centrales et des restrictions sanitaires. J'en parle de façon très détaillée dans la dernière vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « Comment les banques centrales pilotent le grand reset ». Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous souhaitez approfondir cette question, regardez ma vidéo. Les peuples se sont laissés bercer durant des décennies dans un doux rêve. Ils se réveillent aujourd'hui en plein cauchemar. Et la fameuse libération totale que l'on nous avait promis, eh bien, se termine dans une véritable société liberticide où on ne peut même plus aller prendre un café, où il faut demander l'autorisation pour sortir, des attestations, couvre-feu, ce que n'ont même pas connu nos ancêtres qui ont vécu, je dirais, des phases d'occupation. Comme toutes les utopies, le mondialisme échouera fatalement. Pourquoi ? Parce que l'homme nouveau qu'il prétend créer n'existe pas. Celui qui veut créer le mondialisme, pas plus que son ancêtre, l'homme nouveau du bolchevisme. Mais les peuples qui ont sombré dans l'utopie ne s'en relèvent que très difficilement. Et ils s'en relèvent très souvent au milieu des ruines et des décombres. Plus le réveil sera rapide, et mieux nous nous en sortirons. Il faut d'urgence réagir
revenir aux valeurs qui ont forgé le succès de nos nations et balayer définitivement tous ceux qui nous ont conduits au désastre que nous constatons aujourd'hui. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.